Bonjour, bienvenue sur le plateau de KTO pour ce nouveau numéro de Face aux chrétiens avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité cette semaine est Jean-Luc Mélenchon, député européen, ancien candidat à la présidentielle où vous avez obtenu pour le Front de gauche un peu plus de 11%. Pour vous interroger cette semaine, Corinne Laurent pour le quotidien La Croix, Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Pour allumer les fourneaux, ou nous nationalisons le site. Et vous faites fuir des milliers d'investisseurs. Mais jamais de la vie. Parce que mais ça, c'est vous qui croyez ça. Ça fait fuir les investisseurs. Mais pas du tout. Les investisseurs. Et ça crée du chômage, donc. Mais non, les investisseurs ne sont pas des idéologues. Les investisseurs, ils comptent leur argent. Voilà. Et ils comprennent parfaitement le message de la France. La preuve, c'est qu'ils comprennent par exemple le message du Brésil. Monsieur, vous n'en parlez pas, mais regardez comment font les autres. Au Brésil, quand vous investissez, vous mettez un dépôt de garantie. Vous imaginez que moi, président de la République, comme dirait Hollande, je dise tous ceux qui viennent en France, et ils sont nombreux, hein, investir. Je leur dis oui, mais messieurs, avant d'investir, j'exige que vous mettiez, vous cautionnez une partie du capital. Et si vous partez avant 5 ans... On pourrait le faire avec les règles européennes, ça? On pourrait le faire? Mais c'est en tout. C'est en tout. C'est en tout, c'est bien ce que je dis. Si au lieu de bavarder et de rester prisonnier, englué dans le piège de la politique de la CDU-CSU en Allemagne, les Français avaient leur propre vision du développement européen et l'affirmaient clairement en mettant sur la table des méthodes et des mesures, le débat en Europe serait totalement différent. Et je vais vous surprendre. Je vais vous dire qu'il y a des gouvernements de droite qui donneraient raison à la France et qui l'appuieraient. Pourquoi? Parce qu'en Europe, vous avez des pays qui ont une tradition nationale, d'industrie nationale, et qui n'acceptent pas pour des raisons nationalistes, mais pour des raisons, en quelque sorte, de tradition technique, industrielle, de se voir dépecer. Nous étions partis de comment pouvait-il frapper? Oui, en menaçant de nationaliser. Et vous savez ce qui se serait produit? Monsieur Mittal, comme un petit garçon, aurait demandé pardon. Vous savez pourquoi? Parce que Florange fait partie, c'est une machine à cash flow pour Monsieur Mittal. Et par conséquent, si vous lui dites « je vous la prends et je vais la donner à quelqu'un d'autre », il baisserait le ton et ce serait un gentil garçon. Parce que si on lui prend Florange, alors les agences de notation baissent sa note, les taux d'intérêt qu'il aurait à payer pour le reste de ses investissements augmenteront. Monsieur Mittal est un tigre de papier. Ce n'est pas vrai qu'il a toutes les armes de son côté. De la même manière, Goldman Sachs et la banque UBS sont des tigres de papier en face d'Alcatel, à condition que le gouvernement français se tienne derrière eux. Votre question, c'était sur la puissance des États. On a la puissance que l'on assume. Quelle est la limite à l'impuissance? Eh bien, la résistance. Ça s'appelle du protectionnisme économique, hein. Ça s'appelle du protectionnisme économique. Mais parce qu'il faut se faire peur avec des mots. Alors, comme il y a eu une campagne ininterrompue contre le protectionnisme, assimilé au diable, et que sais-je, au Gosplan, à l'Albanie socialiste, et je ne sais quoi, tout ça, ce sont des mots. Les États-Unis d'Amérique pratiquent un protectionnisme féroce sur leurs télécommunications, raison pour laquelle, d'ailleurs, ils sont en train d'absorber petit à petit Alcatel-Lucent, parce que le gros du marché est là-bas. Pourquoi il est là-bas? Parce que le marché est protégé. Et qu'il y a Lucent qui est une compagnie américaine. J'espère que nos téléspectateurs suivent mon récit, mais je fais la démonstration concrète, pas idéologique, de ce que je dis. Question de Corinne Laurent pour La Croix. Au fond, ce que vous dénoncez, c'est un problème de ligne politique sur les dossiers industriels. Quand le gouvernement décide aussi un pacte de compétitivité, est-ce que c'est un tournant pour la gauche? Non, mais déjà, commençons par ne pas appeler la gauche le Parti socialiste à lui tout seul. C'est un tournant assumé pour le Parti socialiste. Voilà, le Parti socialiste. C'est une convention, le Parti socialiste est à gauche. Oui, mais il n'est pas la gauche. Enfin, ou alors, je suis quoi, moi? Mais cette décision, est-ce qu'elle... La gauche, c'est moi. Eux, c'est le social-libéralisme. Qu'on connaît tous, c'est une doctrine dont maintenant vous connaissez le contenu. Moi, je l'ai révélé, je ne veux pas dire démasqué, j'y ai consacré un livre de 350 pages pour vous expliquer qui est M. François Hollande. Quelle trajectoire il a depuis les années 1980. C'est un social-libéral avéré, un blairiste, schröderien, papandréouiste. Il est dans cette filière-là. Deloriste. Non mais, c'est pas, le dire n'est pas l'insulter, c'est le situer politiquement. Moi, vous pouvez me situer politiquement, je ne m'en défendrai peut-être pas forcément, mais je le situe politiquement. Donc, et vous avez tous fait semblant de croire, alors que vous n'en croyez pas un mot à ce qu'il disait. Quand il a fait le discours du Bourget sur la finance et le reste, tous les médias ont salué la ruse. Tout le monde savait que c'était une ruse. Et il y avait un certain nombre de gens comme moi pour dire « bon bah tant mieux s'il le dit, et maintenant il faut aller au bout ».
Tout le monde a fait semblant, mais vous saviez bien qu'à un moment ou à un autre, cette vérité éclaterait. Je l'avais annoncé, je vous avais dit, on ne fait pas une politique de gauche avec quelqu'un qui prétend qu'il va rentrer dans les clous des critères de Maastricht en 2 ans. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire 50 milliards à retirer de l'économie réelle du pays. Ne vous l'avais-je pas dit? Oui, je vous l'avais dit. Vous m'avez regardé de haut, on a parlé d'autre chose, du fait que j'étais une pop star, de mes effets tribuniciens, et pas du contenu. Il est arrivé et il l'a fait. Et c'est exactement la somme que j'avais annoncée, 50 à 60 milliards. Et comme il en manquait, vu qu'il n'avait retiré que 30 milliards dans son projet de budget actuel, le budget qu'il a fait voter, il en a rajouté 20 derrière, dans un pseudo-plan de compétitivité qui voudrait faire croire que le problème de la compétitivité, dont le terme mériterait d'être creusé, dépendrait du prix du travail, alors que c'est intégralement le problème du prix du capital. Mais il cotise à la bonne société. Donc vous avez un Papandréou de plus, c'est tout. Et ça, c'est un sujet de divorce avec lui? Vous pensez que les catégories populaires sont en train de décrocher à cause de ces sujets industriels? Mais pas que les catégories populaires. Vous savez, nous avons... Moi, ma thèse et ma campagne électorale, et ce que je dis depuis, est bâti sur le fait que les patrimoines électoraux ont cessé d'exister. Voilà, vous avez 20% des Français qui, quoi qu'il arrive, votera à gauche en se pinçant le nez, en se bouchant les yeux, en se bouchant les oreilles, et 20% qui voteront à droite, quoi qu'il arrive, même si tous les chefs de droite s'entretuent en public. Et puis vous avez au milieu une masse immense de Français qui a des référents culturels, c'est très important, les référents culturels, qui sont ambivalents, qui les prendra en compte, hein, bon, alors les référents culturels, qu'est-ce que c'est? Des valeurs auxquelles nous croyons tous, l'amour, la fraternité, l'égalité, on y croit plus ou moins, la liberté, voilà. Et notre peuple regarde et se demande de quel côté aller. Dans une bigarrure dont vous n'avez peut-être pas idée, voyez le nombre de chrétiens qui ont pu se tourner vers moi, alors que je suis censé incarner le diable et le soufre en personne. Donc toutes ces catégories, pour beaucoup de nos concitoyens, n'existent pas. Ils regardent. Et que voient-ils? Ils ont fait confiance à quelqu'un qui s'est présenté d'abord dans un registre personnel, en tant qu'être normal, voilà, à côté d'un agité. Ce qui donnait une dimension personnelle, à mes yeux, très désagréable à la campagne. Et puis qui a prétendu avoir une politique raisonnée d'affrontement avec la finance. Ben voilà, que se passe-t-il? Le contraire. Que croyez-vous que... Vous croyez que les Français ne voient pas ce qui se passe? Ils se disent, mais cette histoire de Florange est grotesque. Mais même des Français, je veux dire, de droite, ne sont pas choqués. C'est qui la finance, Jean-Luc Mélenchon? C'est qui? Quel est le visage, l'adresse, le numéro de téléphone de la finance? Oui, eh bien, écoutez, nous avons... Si on doit l'affronter, quel est le visage aujourd'hui? C'est qui? Ou en France? De la finance, oui, je ne sais pas. Est-ce que c'est bon, c'est pas très difficile. Les agences de notation qui ont tous un siège à Paris, j'ai déjà fait des manifestations, une série de dirigeants du CAC 40 qui sont des intervenants directs de la sphère financière dans la mesure où la masse de leur trésorerie participe de cette sphère. Tous ceux qui participent dans le commandement des grandes entreprises et que moi je propose dans le cadre de la révolution citoyenne de dégager, c'est-à-dire chaque fois qu'on a mis un financier à la place d'un ingénieur ou d'un productif, je propose qu'on renverse les hiérarchies. Par exemple à Airbus, alors bonjour aux chrétiens d'Airbus, hein, ils savent ce que moi j'attends d'eux, c'est-à-dire qu'on remplace les uns par les autres. Donc oui, ça a des noms et des visages, c'est très concret. Et je ne dis pas que ce soit... Et puis après, il y a évidemment les grandes banques de notre pays, les fonds d'investissement qui se déplacent comme s'ils étaient chez eux à travers toute l'Europe. Quelle action pouvez-vous avoir sur des privés, sur des organisations privées? Quand vous dites remplacer, on imagine bien que dans les entreprises publiques, les choses soient possibles. Et oui, le gouvernement a pris des initiatives dans les entreprises, en particulier du domaine des rémunérations. Mais dans les entreprises privées, quelle est votre marge de manœuvre? Quelle est la possibilité que vous ayez d'agir? Entendons-nous, monsieur, vous savez à qui vous parlez. Je ne suis pas simplement quelqu'un qui vous dit, moi, je vais m'installer à l'Élysée ou à Matignon, et puis voilà, la vie va continuer comme avant, sauf que comme je suis plus intelligent, ça va aller mieux. Je ne vous raconte pas ça. Je vous dis que tout le monde doit s'y mettre. Voilà. La nation, le pays, dans le cadre de l'Europe, est capable de donner des objectifs. Sinon, mais qui sommes-nous? Que ferons-nous? Nous avons, par exemple, pour orienter, vous ne m'en parlez pas, mais moi ça m'intéresse, orienter l'industrie de tel ou tel côté, c'est à ça que sert la planification écologique. Dans les entreprises, il y a des syndicats, il y a du personnel, il y a des gens qui sont là. L'État peut devenir actionnaire, vous savez, Alcatel-Lucent, je peux le racheter demain matin, hein. Ça vaut 1 milliard tellement c'est sous-coté, ou 2 milliards, c'est rien du tout. Pour le fonds d'investissement de l'État, d'en racheter une part et de venir à la table du conseil d'administration. Oui, l'État doit être stratège et intervenant, ça ne veut pas dire tout collectiviser, ça veut dire qu'en toutes circonstances, la société a des droits.
l'intérêt général a des droits sur l'intérêt particulier. Et moi, j'affirme que les Français, collectivement, ont des droits sur leur aéronautique. Je ne dis pas que ce n'est pas eux qui vont décider, mais ils ont des droits. Voilà. Alors, avant de marquer une première pause, juste une question. Depardieu qui s'installe en Belgique. Est-ce que ça vaut toute cette agitation? Est-ce que vous diriez, comme vous le dites dans votre livre, qu'il s'en aille? Ah, attendez, ça vaut cette agitation, bon, c'est la vie, c'est comme ça, et à un moment donné, ça cristallise sur un événement fortuit. Des émigrés fiscaux, il y en a. Ils sont d'ailleurs encouragés par le discours de la droite, qui ne cesse de dire « Ah, vous vivez un martyr en France, et le retour des kolkhozes ». Alors après, on raconte tout ça à l'étranger. Ce que font la droite française et les secteurs du grand patronat est irresponsable, parce que ça donne une image de la France qui ne correspond pas du tout à ce que nous sommes. Hein. Bon, alors, comme on leur a dit et répété que c'était normal de s'en aller, vu que l'État est injuste, brutal et confiscatoire, ils s'en vont. Certains s'en vont. Pas tous. Je voudrais faire cette nuance, parce qu'elle a une grande importance dans le maniement du pays. Tous les riches et les grands patrons ne s'enfuient pas. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des mots qui flétrissent ceux qui se comportent comme des patriotes. Et ils se comportent comme des patrons aussi, hein. Ils sont violents, mais enfin quand même, ils se comportent comme des Français respectueux de la collectivité. Bon, et puis après il y a ceux qui s'en vont, ça tombe sur Depardieu, l'image est surchargée par celle d'Obélix, hein. Voilà, par ses personnages. Ah, c'est un symbole. Bon, ben oui, voilà, alors bon, mais c'est surtout un homme d'affaires, et comme on lui a dit que faire des affaires c'est ne penser qu'à soi, et en accumuler le plus possible, il s'en va. Bon, ben, alors au lieu de l'injurier, si vous voulez, moi je déteste ces façons de faire. Le Verbeau, j'en suis une incarnation. Et même fleuri, et même lyrique. Mais après, quand on a le pouvoir, il y a l'exercice du pouvoir. À quoi ça sert d'insulter M. Depardieu et de pleurnicher sur la situation quand on a le pouvoir et les moyens de faire en sorte que ce soit Depardieu qui soit ridiculisé? Je ne veux pas focaliser. Vous n'auriez pas dit que c'était minable? Non, j'aurais dit M. Depardieu a bien fait, parce que finalement, il nous prouve qu'il n'y a pas de limite à la voracité. Et donc, finalement, ben, je n'avais pas prévu de faire ça tout de suite, mais je vais le faire tout de suite. Je vous fais la loi sur la taxation différentielle. C'est-à-dire, M. Depardieu paiera ses impôts en Belgique, et ce qu'il aurait dû payer en France, hein, Belgique moins France, reste France, et ben, il le paiera en France. Ça s'appelle la taxation différentielle, en anglais exit tax pour être moderne, et les Nord-Américains le pratiquent dans le monde entier. Voilà, maintenant, vous êtes Français, vous payez. Et si vous voulez fuir la nationalité française, alors vous vous exposerez sans doute à d'autres inconvénients, comme la confiscation, parce que celui qui fuit sa nationalité, et en avouant que sa seule patrie, c'est l'argent, doit s'attendre à ce que la réplique se fasse sur le terrain sur lequel il se situe lui-même. Voilà, fin de cette première partie. Nous nous retrouvons commission